Connaissez-vous son nom? Connaissez-vous le nom de la première star de télé-réalité en France? Son prénom, tout le monde le connaît, Loana. Mais son patronyme, presque personne. Eh bien, c'est l'un des constats qui ont poussé un journaliste d'investigation à s'intéresser à celle qui a remporté la première émission de télé-réalité française, Love Story. C'était en juillet 2001, il y a près de 20 ans donc, 20 ans que les médias, et certains plus que d'autres, se nourrissent du personnage Loana, celui d'une bimbo désirée, critiquée et malmenée. Un personnage qu'elle a en partie créé, que la télé a repris et que la presse a entretenu et façonné. Bonjour Paul Sansfourche. Bonjour. Le journaliste, c'est vous. Vous avez notamment travaillé pour la rédaction d'Envoyé spécial et vous venez de publier ce livre sur Loana, à la fois enquête et analyse sociologique. Ça s'appelle Sexisme Story. C'est sorti aux éditions du Seuil. Le sous-titre, Loana Petrucciani. Petrucciani, voilà son nom. Pourquoi était-il important de l'écrire, ce patronyme, en couverture ? Déjà parce que moi-même, quand j'ai commencé à travailler sur cette enquête, j'ai découvert son nom. C'est-à-dire que je suis allé sur Google, j'ai tapé Loana et j'ai trouvé son nom de famille que je ne connaissais pas et je me suis dit mais c'est extrêmement significatif. Voilà déjà un premier élément de mon enquête. C'est significatif de quoi ? De cette chosification dont elle a été évidemment l'objet. Et c'est pas d'ailleurs réservé qu'à Loana. Si on prend dans les années 2000, il y a aussi Laurie, Jennifer. Voilà, c'est vraiment un classique de l'industrie du spectacle, du divertissement, de réduire une artiste à son prénom. Et ça vaut que pour les femmes, parce que je veux dire qu'il y a Jean-Édouard du Loft et il y a Vianney, on n'a que son prénom. Alors, il y a effectivement certaines personnes qui ont ce concept-là, mais je veux dire, c'est quand même plus une tradition qu'on a imposée aux femmes, et effectivement, toujours comme une sorte de marque, en fait, plus qu'un nom, ça devient une marque. Même en politique, on dit Ségolène. C'est vrai. Alors qu'on dirait jamais François pour Hollande. C'est vrai. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'histoire de Loana Petrucciani, justement ? Pourquoi ce sujet ? Tout simplement parce qu'un jour, je lisais, je tombe sur une citation de Daria Marx, qui est une militante féministe, et qui se demande justement, elle dit voilà, à 20 ans, Loana, c'est la femme dite parfaite, les mensurations parfaites, et elle est extrêmement critiquée pour son corps. Et puis 20 ans plus tard, à 40 ans, elle devient obèse, et à nouveau, on la fustige pour son corps. Et elle dit, effectivement, c'est l'incarnation que les femmes ont toujours tort. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose d'extrêmement symbolique, extrêmement représentatif, en fait, finalement, des femmes et du sort réservé aux femmes. Et ça m'a moi-même renvoyé à mon propre sexisme. Quand j'avais 16 ans et que je regardais Loft, j'avais ressenti une vraie charge, je dirais, émotionnelle en regardant les images du Loft et notamment la piscine. Une charge érotique même, dites-vous. Complètement. Et j'avais absolument... Ça a complètement inhibé toute mon empathie, toute mon envie, en fait, de connaître Loana. Je n'ai plus vu que cette scène, que ces images-là, et ça a complètement occulté toute la personne qui est derrière. Loana, vous l'avez rencontrée 3 fois, longuement, vous racontez son enfance, son adolescence, vous décrivez la manière dont elle s'est construite psychologiquement, physiquement. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour elle, quand elle démarre dans la vie, si j'ose dire ? Alors, elle naît dans une famille, il y a sa mère, son père. Son père est un personnage violent. Il y a un contexte de violence conjugale, il y a un contexte de violence intrafamiliale, c'est-à-dire qu'il est aussi maltraitant envers Loana. Et ça va être une enfance complètement bafouée. Elle grandit aussi dans son adolescence face à un père qui la rabaisse en permanence sur son physique, qui la traite de prostituée. Donc, évidemment, c'est extrêmement compliqué de se construire une identité tout court, une identité femme aussi. Et elle va complètement retourner cette éducation-là, et c'est ça aussi qui va lui permettre cette sorte d'ascension qui se joue avec Love Story. Oui, parce que qu'on le veuille ou non, qu'on soit féministe ou non, Loana Petrucciani, d'un point de vue médiatique, c'est d'abord un corps, vous le dites. Elle a retourné ça, un corps svelte, des seins refaits, des cheveux blonds décolorés, des lentilles de couleur, corps qu'elle a construit, qu'elle choisit, et qui sera son viatique médiatique. Oui, je pense qu'effectivement, cette enfance où son corps a été bafoué, rejeté, à l'inverse, elle s'est dit, mais je vais me servir de tout ce qu'on a conspué chez moi pour en faire un objet de pouvoir. Et c'est ce qu'elle a fait. Et effectivement, son modèle, c'est Pamela Anderson. On est en pleine années 90, alerte à Malibu et partout sur les antennes, et c'est un succès mondial. Et elle va se construire en se disant, voilà, il y a un modèle féminin de réussite. Il est accessible. Il faut se donner les moyens. Je vais me construire et je vais avoir ce corps, voilà. À l'époque, c'est le modèle dominant. Vous dites quand elle se construit, mais elle est une totale inconnue. Elle est gogo danseuse sur la Côte d'Azur. Et puis soudain, elle se fait connaître en participant à l'émission Love Story. On va entendre le générique. Là, c'est pour vous donner votre petite Madeleine. Vous avez 16 ans, vous êtes dans votre chambre d'ado et vous regardez Love Story. Ouais. Pourquoi Loana décide-t-elle d'y participer ? Qu'est-ce qu'on lui a dit ? Alors en fait, d'ailleurs, c'est pas la seule. Tous les candidats le disent. Ils pensaient vraiment participer à une sorte de tournée-manège. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission de TF1 des années 90. Donc voilà, une émission de rencontre. Et c'est
au fur et à mesure des castings, on leur a dit bon non, en fait, ce sera voilà, vous serez enfermé dans un loft, vous serez filmé 24 heures sur 24. Donc, à l'origine, il n'y a pas cette volonté forcément de briller. C'est-à-dire que pour les lofters, c'est absolument impossible d'anticiper l'énorme succès que ça va devenir. Et ils ne savent même pas ce que vous racontez, ils ne savent même pas à l'intérieur ce qui se passe à l'extérieur. Vous parliez de la scène de la piscine, qui est une scène emblématique, iconique. Eux-mêmes ne savent pas que cette scène a été diffusée et que les gens dans la rue le savent, ils ne connaissent même pas la notoriété qui les attend. Alors ça, je pense que c'est d'ailleurs ce que vivent n'importe quelle personne qui ont été filmées sur un laps de temps un peu long. On finit par oublier complètement les caméras et évidemment, ils étaient complètement tenus au secret dans cette maison. Ouais. Elle entre dans le loft et elle est celle dont les médias parlent le plus. Pour quelle raison ? Alors, clairement, déjà dans le choix d'Endemol, ils savent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont repéré Loana, ils savent qu'elle a un potentiel médiatique extraordinaire. Quand ils la repèrent, ils pensent tout de suite à Marilyn Monroe. Ils se disent, bah voilà, effectivement, il y a cette dimension comme ça, iconique, évidemment corporelle, parce que le casteur qui la repère va directement le soir même la voir danser à Nice, et il est subjugué de voir comme le public, en fait, est subjugué par Loana. Il se dit, mais c'est fabuleux, c'est ce que les gens vont faire devant leur télé. Donc c'est pour ça aussi qu'elle crève l'écran. C'est elle qui gagne Love Story, elle remporte 1,5 million de francs, c'était en francs à l'époque, 250 000 €, notoriété importante. Comment elle le vit ? Alors, ça se passe plutôt bien quand on vous suit. Elle gagne de l'argent, elle pète pas encore les plombs, pour dire les choses de manière un peu triviale. Alors je crois que c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire qu'effectivement il y a cet énorme succès, cette espèce de boost d'ego qu'on pourrait tous connaître quand on accède effectivement à une sorte de succès médiatique, mais en même temps c'est quelqu'un d'extrêmement fragile, et ça depuis le début. Et moi j'ai discuté notamment avec son biographe, celui qui a coécrit Miette à l'époque, Jean-François Kervéan. Il raconte des scènes de détresse. Elle est dans une grande villa à Saint-Tropez, elle est en pleurs, il y a une montagne de cadeaux qui viennent de fans de toute la France entière, mais ça n'empêche pas qu'elle est effectivement extrêmement fragile. Et puis il y a une affaire dans l'affaire, puisqu'on découvre pendant qu'elle est dans le loft qu'en fait elle a donné naissance à une petite fille, Mindy, je me souviens plus de son prénom, qu'elle a abandonnée à la DAS. Et là c'est complètement dingue, puisqu'elle-même ignore qu'il y a ça. Et quand elle sort du loft, elle dit, vous allez faire quoi maintenant ? Alors que toute la France est au courant qu'elle a une petite fille, c'est la une de tous les journaux. Elle dit, j'ai envie d'aller caresser mon chien. Voilà, alors effectivement, pour elle, c'est absolument impossible de se mettre à la place du public. C'est-à-dire qu'elle vient de passer 2 mois dans un loft enfermé. Elle sait que l'information est sortie dans la presse, ça, la production l'a averti. Mais elle ne peut pas s'imaginer de l'énormité du scandale et de l'énormité de la stigmatisation, puisque toute la presse là s'attaque à ce que j'appelle la figure de la mauvaise mère, voilà, de figure abandonnante. Et donc, effectivement, le soir de la finale, elle ne peut pas penser qu'il faut absolument sortir un laïus vis-à-vis de ça. Donc, elle ne se méfie pas, en fait. Il y a une vie après cette vie, elle va faire des affaires, elle va faire parfois des bonnes rencontres, parfois des mauvaises rencontres, parfois elle va gagner beaucoup d'argent, et puis d'un coup, rise and fall, elle va retomber, elle est toujours sur la scène médiatique maintenant. J'aimerais bien avoir votre regard sur ce qui est devenu Loana Petrucciani. Paul Sanfourche, ça s'appelle Sexisme Story. On continue dans Culture Média à en parler. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est signé Sexisme Story, c'est sous-titré Loana Petrucciani, c'est Paul Sanfourche qui a écrit ce livre, il est journaliste et il s'est intéressé à Loana Petrucciani, justement en lui donnant son nom de famille. En 4e de couverture, vous écrivez, en moins de 20 ans, la star éphémère a pu multiplier les tentatives de comeback et de suicide, sombrer dans la dépression, succomber à toutes les addictions. Aujourd'hui, à plus de 40 ans, elle suscite au mieux l'indifférence, au pire la moquerie. Vous l'avez rencontrée 3 fois, l'ai-je dit, à plusieurs reprises et longuement. Quel état d'esprit, dans quel état d'esprit était-elle quand elle vous a rencontré ? Alors moi, quand je l'ai vue déjà dans la ville, je dirais, à Vence, c'est pas un secret, où elle vivait à ce moment-là. Maintenant, elle est à Paris. Et elle était, je dirais, vraiment en très bonne forme, voilà, très lucide, extrêmement capable de revenir sur son parcours. C'est quelqu'un qui a une vraie connaissance du jeu médiatique. Et ça, c'est passionnant de l'écouter. Et je dois le dire, parce qu'on voit le cliché de la blonde écervelée bimbo, c'est tout sauf une idiote. Elle a 130 ou 140 de QI. Oui, alors ça, c'était une information. Est-ce vrai, est-ce faux ? Ouais, je dirais que je sais pas si c'est important de se prononcer là-dessus, mais c'est ce que la production avait fait savoir effectivement à ce moment-là, quand elle était dans le loft. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout sauf une idiote quand on lui parle. Oui. Vous dites que Loana Petrucciani intègre le fait que désormais son métier, c'est d'exposer son mal-être. Et le dernier exemple en date, c'était mardi dernier, sur le plateau de Touche pas à mon poste. On est sur C8 avec Cyril Hanouna. Comme quelqu'un qui est alcoolique,
et qui boit son verre d'alcool le matin au réveil, moi je prenais de la drogue au matin au réveil. Tu prenais quoi? De la cocaïne. C'est-à-dire, donc le matin au réveil, tu te réveillais? Et je prenais un trait, ouais, jusqu'au soir. Loana Petrucciani considère que participer à ces émissions, c'est son métier. C'est un métier dangereux psychologiquement. Est-ce qu'elle en a conscience ? Elle a conscience de tous les dangers, mais voilà, c'est quelque chose d'intégré, d'accepté. Elle l'avait dit notamment face à Pascal Clark sur France Inter il y a quelques années. Son métier, effectivement, ça fait partie. Ça comporte le fait d'accepter finalement que quand on aille mal, on s'intéresse aussi à elle, qu'on l'expose par des photos, par des articles qui sont pas très élogieux. Mais pour elle, voilà, ça fait partie du jeu. Une question terrible. Alors, est-ce qu'elle pourrait continuer à exister médiatiquement si tout allait bien dans sa vie ? Je pense que oui, parce que en fait, Loana, elle communique sur ce qu'elle est et la manière dont elle se comporte, la manière dont elle est, c'est ce qu'elle met à l'antenne. Donc, si elle va mieux, elle communiquera là-dessus et je pense qu'il y aura aucun problème et qu'elle reste extrêmement populaire malgré tout. Alors, je l'ai dit, vous avez rencontré Loana Petrucciani à 3 reprises et puis tout cela s'est arrêté. Elle vous a tourné le dos. Que s'est-il passé ? On avait avancé, on avait fait 3 entretiens effectivement assez longs, et puis elle avait envie d'un peu plus de droit de regard sur le livre. Parce que moi, je n'étais pas forcément opposé du tout à ça. Je voulais simplement, je voulais la mettre en garde qu'elle ne pourrait pas réécrire le livre, parce qu'effectivement, là, ça ne pourrait plus être un livre journalistique. Et il y a eu une sorte de quiproquo qui a interrompu la communication. Moi, j'ai continué mon enquête parce qu'elle m'avait dit simplement qu'elle souhaitait ne pas continuer les entretiens. Elle n'avait pas dit d'arrêter le projet. Et je me suis dit que sans doute on arriverait à renouer un peu plus tard, et c'est ce qui s'est passé sur la fin, où là vraiment moi j'avais avancé sur mon projet, j'étais beaucoup plus au clair aussi sur ce qu'il y allait avoir dans le livre, et donc voilà, je lui ai envoyé un long mail qui exposait en détail tout le projet de livre, et effectivement sa confiance est revenue à ce moment-là. Je vais aller sur le projet de ce livre, justement, ce que ça sous-tend. Loana, c'est l'incarnation de la bimbo, et à ce titre, vous écrivez, elle révèle une oppression politique à large échelle. Que voulez-vous dire par là, Paul Sansfourche ? Alors, les bimbos, elles arrivent dans un contexte historique extrêmement précis. C'est les années 90. Il y a des décennies déjà de matraquage de la presse féminine, du monde de la pub, du show business, pour contraindre le corps des femmes. Il faut qu'elles soient minces, il faut qu'elles soient blondes, il faut qu'elles soient jeunes. Et les bimbos, elles vont révéler quelque part cette oppression-là en disant, voilà, on nous dit qu'il faut être comme ci, comme ça. Nous, on va aller encore plus loin que les canons. On va se percher sur des talons immenses, on va se faire opérer pour gonfler nos poitrines, on va se faire de la chirurgie esthétique sur le visage pour rester éternellement jeune. Et donc c'est en ça que je trouve qu'effectivement il y a quelque chose de très fort, un acte de construction du corps, do it yourself un peu, pour dire voilà, écoutez, c'est ce que vous avez voulu nous, on va jusqu'au bout. Mais vous le voyez comment ? Parce que souvent en ayant lu votre livre, je me demandais, vous la voyez comme une victime ou est-ce que vous voyez que c'est elle qui mène le jeu ? Je pense que comme tout le monde, elle mène parfois le jeu, parfois elle subit. C'est propre, je dirais, c'est pas propre à elle. C'est le cas général. Et elle est surtout tout le temps en réaction en fait aussi par rapport. Elle sort du loft, elle est ultra connue. Il faut composer avec cette médiatisation. Comment on fait une fois qu'on a cette image là ? Donc voilà, il faut surfer, il faut continuer à voguer quoi qu'il arrive. Alors ce qu'on apprend dans votre livre, ce qu'on pressentait, ce qu'on savait un peu, mais là ce qu'on voit vraiment concrètement, c'est qu'elle a énormément souffert. Loana Petrucciani, elle a été battue par son père, par les hommes avec qui elle vit, avec qui elle a vécu. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Il y a même des viols. Elle le raconte, elle le dit, et même elle a une manière de le dire à vous, d'une manière complètement détachée. En fait, Loana, elle est au carrefour de tout ce dont on parle aujourd'hui pour les femmes et pour les violences qui sont faites aux femmes. Elle a été effectivement victime de violences conjugales, de violences intrafamiliales, de cyberharcèlement, de viol. Et elle a développé ce que beaucoup de survivantes ont développé, c'est une forme de détachement face à ces horreurs-là qui est, je dirais, presque innée. C'est pas évidemment un choix, c'est juste comme ça. C'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique qui inhibe en partie les souvenirs. Et effectivement, elle peut raconter des choses qui sont extrêmement dures avec un détachement total. On sait que la parole se libère. Elle ne porte pas plainte pour les viols ? Ce n'est pas son intention, vous avez parlé de ça avec elle ? Elle ne souhaite pas revenir sur ces épisodes-là, c'est-à-dire qu'elle ne retire rien.
C'est arrivé, elle le dit, mais elle ne souhaite pas en parler et elle veut mettre ça derrière elle et je crois que ça se respecte aussi. Elle le sous-entend même qu'il s'est passé cette chose-là et que c'est écrit à demi-mot avec son père. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est encore même chose, elle ne souhaite pas revenir là-dessus et c'est son choix de passer à autre chose. Est-ce qu'elle partage votre vision féministe ? Non, c'est pas sa grille de lecture. Elle le dit, on en parle dans le livre, je lui pose la question sur le fait est-ce qu'elle est féministe ? Elle me dit non, elle est en sympathie avec évidemment cette parole qui se libère et les témoignages de victimes, mais c'est pas sa grille de lecture et elle trouve pour elle que c'est trop excessif. Voilà. Alors, vous avez fait Sciences Po Grenoble, oui. Paul Sansfourche. Que vous inspire cette vague de dénonciation du sexisme à Sciences Po et ce hashtag Sciencesport ? Parce qu'on est au cœur de votre sujet. Beaucoup de bien, je dirais. En tout cas, le fait que la parole se libère, c'est vraiment nécessaire. C'est vrai dans les institutions scolaires, universitaires, dans les médias. Enfin voilà, c'est effectivement cette vague de fond là qui est en train d'emporter un peu tout sur son passage. Et il est effectivement, enfin, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a encore beaucoup de boulot. Vous venez de Sciences Po Grenoble, vous avez quitté l'école quand ? C'était en 2005. Et est-ce que vous ressentiez cette culture sexiste telle qu'elle est dénoncée par certaines élèves ? Mais je pense que je pouvais pas totalement m'en rendre compte parce que je suis pas une femme. Donc pour moi, ça aurait pu être... cette violence-là, je l'ai pas vécue moi directement. Ni ressenti. Ni ressenti, et j'ai pas eu de témoignage en ce sens-là, mais je suis sûr qu'effectivement, encore une fois, c'est pas à moi de m'exprimer là-dessus, et effectivement, c'est aux femmes qui ont été scolarisées là-bas. C'est un peu à vous de s'exprimer là-dessus. Vous avez fait Sciences Po et vous faites un livre consacré au sexisme. Oui, j'entends. Mais je veux dire, en tout cas, sur le témoignage, effectivement, moi, je peux pas témoigner là-dessus, là. J'ai bien compris. Paul Sansfourche, Sexisme Story, c'est consacré à Loana Petrucciani, une enquête très fouillée, très profonde, et on apprend aussi beaucoup de choses sur l'univers des médias et de la télé. Il y a les coulisses qui sont racontées. Même moi qui pensais connaître bien le sujet, j'ai appris beaucoup de choses. C'est aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.